tout le monde et nous sommes live. Bienvenue à tous. Alors n'hésitez pas, je vois que vous avez déjà saisi le chat qui se trouve en haut à droite dans commentaires. N'hésitez pas à mettre vos plus jolis messages. Vous avez Julie, Carla, Lisa et Anaïs dans le chat aussi de notre équipe qui seront ravis de vous répondre. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est une session interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions également. Alors, donc, bienvenue à cette conférence J-Ventures sur le thème du personal branding dans la levée de fonds. Je me présente, Maxime Paradis, 26 ans, entrepreneur et business angel basé à Paris. J'ai lancé 2 boîtes, une à 15 ans, une à 20 ans, la dernière que j'ai revendue à un grand groupe il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai investi aujourd'hui dans 22 startups en tant que business angel, dans 3 fonds d'investissement en tant que limited partner. Et aujourd'hui, je lance J-Ventures, le premier fonds d'investissement étudiant de France avec ma cofondatrice Julie Leroy, que vous retrouvez évidemment dans le chat. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean de la Roche-Brochard, managing partner de Kima Ventures et cofondateur de New Wave Ventures. Avant de démarrer cette conférence, il faut savoir que cette intervention fait partie d'un cycle de conférences, un cycle d'intervention et de formation créé par J-Ventures à destination des jeunes qui s'intéressent au monde du VC. En effet, J-Ventures forme tous les 6 mois un batch de 50 jeunes avec une intervention d'un VC professionnel chaque semaine. La formation est très sélective, mais 100% gratuite. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de jventures.co. En 2 mots, J-Ventures, c'est donc le premier fonds d'investissement étudiant de France. Doté de 10 millions d'euros, J-Ventures investit tous les ans dans 20 startups tech portées par des étudiants ou des jeunes diplômés partout en France. Le deal est simple, nous investissons 50 000 euros contre 5%, puis on vous coach pendant 5 mois pour essayer de vous garantir une levée de fonds entre 500 000 et 1 500 000 euros avec les meilleurs investisseurs. Nous avons la chance d'être soutenus aujourd'hui par les meilleurs investisseurs de France qui viennent coacher nos étudiants et investir dans nos startups. Parmi eux, Newfound, Alven, Partech, 360 Capital ou encore Kima Ventures, avec aujourd'hui en intervenant d'honneur Jean de la Roche-Brochard. Et sans plus attendre, commençons tout de suite la conférence. Emblème de la Startup Nation, quasiment tous les start-upers de France le connaissent. Il gère les investissements startup de Xavier Niel et investit à un rythme incroyable, tellement incroyable que ça le classe aujourd'hui parmi les investisseurs les plus actifs du monde. Alors pour mieux connaître cette human machine et ses secrets, merci d'accueillir les applaudissements virtuels Jean de la Roche-Brochard. Bonjour Jean et merci d'être ici. Hello, merci pour l'accueil. Sympa l'intro. Toi, tu m'as pas mis la pression du tout. Hein. Ah, on sait que tu as l'habitude. Bon, génial. Écoute, Ouais. Jean, ce que je te propose, on est quand même entre nous, même s'il y a déjà plus de 100 personnes qui sont connectées. Je peux te proposer à la limite de te présenter un petit peu. Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Jean, je m'occupe d'une partie des investissements start-up de Xavier Niel, donc fondateur de Free, de Station F, de 42, de Hectare et de Kima Ventures. Ça, c'est mon fils Marc derrière. On vous voit à peu près passer, je sais pas, 300 boîtes par semaine environ. Chez Kima, et on doit faire un deal. Je crois que cette année, on va faire 120 deals à peu près en 2021. Donc c'est un bon rythme. Et on a une toute petite équipe de 3. Et après, chez New Wave, on met des tickets un peu plus gros, entre 1 et 3 millions d'euros. Mais par contre, on fait qu'une dizaine de deals par an. Et là aussi, pareil, petite équipe de 3. Génial. Petite mais efficace, du coup. On va parler de l'organisation. Yes, efficace, parce qu'on a quand même 1000 boîtes dans le portefeuille. Donc, si c'était pas efficace, c'était mort. Hein. Excellent. Bah, écoute, génial. Donc avant de démarrer, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les prendrons avec plaisir. N'hésitez pas non plus à réagir avec les petites réactions virtuelles en bas à droite. Et vous pouvez également vous connecter entre vous via la plateforme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Run the World. Et il y aura également un petit networking en speed meeting à la fin. Voilà pour ça. Donc maintenant, Jean, on est à l'aise. On est déjà à plus de 140 personnes. Est-ce que, pour démarrer, tu aurais un point de vue général sur l'importance du personal branding dans l'écosystème startup, que ce soit côté entrepreneur ou côté investisseur? Merde, j'avais pas préparé la question. Écoute, je sais pas. Moi, ça m'est arrivé un peu par accident parce que j'avais rejoint The Family en 2013. Et en fait, The Family, c'était quand même les pros du branding, quoi. C'était des malades avec la chaîne YouTube, les vidéos et tout. C'était assez cool. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur The Family. Et puis, je postais régulièrement sur mon blog post. Donc, en fait, rapidement, j'ai été identifié. Je pense que ça m'a aidé pour rencontrer Xavier et après rejoindre Kima Venture. Et aussi pour être identifié par les entrepreneurs.
je sais pas te dire si c'est. Ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont un super personal branding et qui en branlent pas une, et il y a plein de gens qui en ont pas et qui eux réussissent très bien. Donc, ce qui est sûr, c'est que le personal branding, c'est pas une recette de succès, quoi. C'est pratique parce que ça permet d'être visible, mais ça fait pas tout, quoi. Si tu bosses pas derrière, ça sert à rien. Donc ça, c'est quand même l'essentiel. Hein. Génial, beaucoup trop cool. Je reçois quelques messages de gens qui n'entendent pas. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, dans le chat que ça marche bien? Plus simple, le travail. Tes conneries, on entend très bien. J'ai eu très peur. Bon, super. Bah écoute, génial. Et donc, Jean, peut-être ton expérience personnelle et ton expérience avec les start-upers, est-ce que tu aurais quelques exemples, par exemple, d'entrepreneurs que tu rencontres qui ont développé un fort personal branding, tellement fort qu'ils ont réussi leur levée de fonds ou réussi à avoir les meetings pour la levée de fonds? Alors, il faut décorréler quand même le personal branding d'un côté de ta capacité à convaincre de l'autre, parce qu'on a des gens qui sont quand même très 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 forts en pitch, alors qu'ils sont nulle part sur Internet, quoi. Mais là, les deux exemples auxquels je pense, qui me viennent naturellement, tu regardes sur LinkedIn, il y a deux entrepreneurs moi qui me marquent. C'est le premier, c'est Simon Davla, fondateur de Batch, qui est très vocal sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn, et ça marche très bien. Et il a une touche, un humour qui fait que c'est assez agréable, tu vois. Il sort du lot par rapport à tous les gens qui font des sondages et te demandent de commenter pour pouvoir accéder aux super contenus qu'ils ont créés sur LinkedIn. Et de l'autre côté, il y a un autre garçon qui s'appelle Arthur Waller chez Penny Lane, qui est un mec, je sais pas comment il fait, mais en fait, il est partout à la fois tout le temps. Il est très très fort. Et sur LinkedIn aussi, sa communication est assez bonne. Et donc, il m'a bien marqué. Après, pourquoi je parle de LinkedIn? C'est parce que LinkedIn, tu as un reach naturel aujourd'hui qui est assez important. Là où sur Twitter, ça demande des efforts qui sont genre incroyables quoi, pour pouvoir être visible. Et si je devais donner deux investisseurs qui m'ont marqué, il y a Harry Stebbins, le fondateur de 20VC, qui a fait un travail formidable, brillantissime de création de réseau et de création de contenu. Et Alexandre Devez chez Idinvest, qui est probablement le seul VC un peu sérieux, francophone, qui écrit de manière consistante et régulière sur des sujets tech et avec pas seulement un point de vue, mais du fond, quoi. Il bosse beaucoup ces sujets et c'est assez remarquable. Et nos entrepreneurs, quand ils lèvent de l'argent, en tout cas, c'est pas leur personal branding qui fait leur succès, ça c'est sûr, c'est leur capacité à bien pitcher. Et donc, il faut pas s'inquiéter quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas de personal branding, parce qu'en réalité, c'est pas ce qui fait c'est pas ce qui fait la réussite de ta levée de fonds, quoi. Ce qui fait la réussite de ta levée de fonds, c'est l'intelligibilité, lucide sur le présent, clairvoyant pour le futur, force d'exécution et tout ça imbriqué dans un style, j'ai envie de dire un peu à l'américaine, qui fait que on arrive à convaincre. Génial. Bah, le pitch, très important. Et est-ce que se positionner du coup en tant qu'expert, rédiger des rapports, des livres, des articles, tu nous as parlé de LinkedIn, évidemment, des réseaux sociaux. Est-ce que par exemple écrire des choses d'expertise, c'est essentiel ou pas forcément, d'après toi? Bah, ne fais rien qui n'a pas d'intérêt quand même fondamental dans ton business. À un moment donné, si tu commences à écrire sur des sujets qui sont des sujets proches de ton business, d'abord, ça a un usage personnel, tu vois, évident. Ça a un usage pour ta boîte aussi. Et puis, ça te permet de créer une aura vers l'extérieur. Donc, il faut pas. Donc, moi, je trouve que c'est toujours une bonne idée d'écrire du contenu. Et en plus, quand on écrit du contenu, ou en tout cas quand on communique, ça permet de se refaire le film, quoi. Tu vois, d'y repenser. C'est con, mais moi, quand je viens, tu vois, chez toi là aujourd'hui pour discuter, de manière très égoïste, c'est une manière aussi pour moi de prendre du recul sur le sujet, quoi, et pas seulement d'en parler. Et c'est en prenant ce recul qu'on apprend aussi. Donc, ce truc-là est important, quoi. Donc ouais, le contenu, je pense que c'est essentiel. Et puis dans un monde aujourd'hui où en fait t'es sur une bataille au clic, où tu vas aller chercher à capter l'attention, et bah capter l'attention, il faut aussi essayer de la capter de manière organique. Et la seule manière de la capter de manière organique, c'est d'être présent régulièrement, de manière disciplinée et consistante, et avec sérieux sur ces sujets, quoi. Et la ça, c'est essentiel. Parce que je t'ai vu justement, j'ai vu un de tes posts récemment sur LinkedIn qui disait que tu en avais marre de voir ces entrepreneurs qui demandaient des commentaires, qui demandaient des réactions. Quel est ton avis par exemple sur ces stratégies? On a notamment Germinal avec Grégoire qui le fait beaucoup. Quel est ton point de vue sur ces choses-là? Tu vois, on parlait là des gens de Germinal, Lemlist, partout et tout.
Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est pas compliqué. Ils sont sur des sujets, ils sont sur des sujets chiants quand même, tu vois. Donc quand tu fais un sujet chiant, tu peux passionner les gens sur ton sujet chiant tant que tu veux, tu n'y arriveras pas. En revanche, tu as une histoire à l'intérieur de ta boîte que tu peux raconter. Et donc ils ont décidé de raconter cette histoire-là. Évidemment, ça a des limites. Parce que d'abord, ça saoule la moitié de ton audience, bon, c'est la vie. Et ensuite, c'est un peu schizo, quoi. Tu vois, tu fais tourner ta boîte d'un côté et en même temps, tu deviens influenceur LinkedIn de l'autre, je caricature, ou influenceur YouTube. Mais ce qui me fait marrer parmi les gens qui vont cracher sur les gars de Lemlist partout Germinal, c'est que je les mets au défi de manière aussi consistante et disciplinée de créer du contenu comme ces mecs-là le font. Je peux te dire que c'est vachement dur. Donc c'est bien beau de dire ouais, ils nous racontent ces histoires et tout. Mais d'abord, tout le monde se raconte des histoires, toujours. Je veux dire, il y a ce que tu vis et il y a ce que tu racontes. Et ce que tu racontes, c'est toujours, tu vois, la réécriture de ce que tu as vécu, que tu le veuilles ou non. Et puis ensuite, tu vois, ils font leur taf, quoi. Et ils attirent l'attention, et tant mieux. Et en plus, c'est des gens qui fondamentalement sont plutôt tous assez sympas dans la vraie vie, assez naturels, et qui sont pas juste des timbrés tu vois, à la recherche du million de vues sur LinkedIn, quoi. Donc savoir raconter des histoires sans se raconter d'histoires, en 2 mots. Ah, ça, c'est très important, ça. Mais c'est tout l'art du pitch, hein. C'est comment est-ce que tu vas comment arriver à convaincre quelqu'un avec quelque chose auquel il devrait pas croire et sur lequel il va être convaincu, tu vois. Génial. Et typiquement, qu'est-ce que tu penses aussi? On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui nous montrent aussi la réalité de leur métier. Il y a une grosse tendance à l'open data, l'open KPIs. Ils nous montrent les chiffres de façon très transparente. Est-ce que tu as un avis sur cette tendance? Est-ce que c'est pas risqué pour les entrepreneurs? Est-ce qu'au contraire, c'est positif, il faudrait le soutenir? Cette tendance de montrer les backstage, montrer tes chiffres réels à tout le monde partout. Bah, montrer ses chiffres, c'est pas montrer ses sentiments, tu vois. Et pour moi, et je dis pas que ça me dérange, mais en fait, quand tu montres tes chiffres, tu montres la partie un peu cartésienne de ton business, ce qui se passe et tout, mais ça donne rien sur le fond de ce qui se passe vraiment, tu vois. Moi, ce que j'aimerais qu'on entende, c'est à quel point les entrepreneurs, à la fois, ils sont heureux dans leur business, à la fois, à quel point ils en souffrent, quoi. Et pour de vrai. Et ils en souffrent dans leur quotidien professionnel, et puis ça déteint forcément sur leur quotidien perso. Mais aujourd'hui, le monde de la start-up, Marc, vois-tu que je suis en call? Attends, c'est quand même extraordinaire. Tu vois, là, t'as le live, tu peux y aller. Tout va bien. C'est exactement ce que tu disais, vie pro, vie perso, qui se confondent quand t'es entrepreneur Ouais. et ici. Ah, c'est tranquille, hein. Mon bureau, il est entre ma chambre et celle des enfants. Donc là, on est tranquille, tout va bien. Donc, ce que je te disais, c'est, ouais, ce qui serait bien, ce serait qu'ils partagent un peu plus leurs sentiments, pour de vrai, tu vois, qu'ils fassent preuve de vulnérabilité, parce que le monde de la start-up, peu un peu tout la transparence qu'on veut bien lui donner, c'est quand même très aseptisé, quoi. Et donc, et notamment ceux qui réussissent, tu vois. Moi, j'aimerais bien que ceux qui réussissent t'expliquent à quel point, en fait, ils se sentent seuls le soir quand ils rentrent chez eux parfois, et ceux qui galèrent et à qui on donne jamais la parole parce qu'ils sont pas assez connus, quoi. Tu vois, ils y ont droit aussi à cette parole-là. Ouais, c'est beau. Après, c'est vrai qu'il y a toujours les deux choix, j'ai l'impression, entre l'entrepreneur qui veut se faire idéaliser et qu'on voit que de la réussite, que du succès, et de l'autre, celui qui va être beaucoup plus honnête avec lui-même et avec les autres. Et en fait, en montrant cette transparence, j'ai l'impression, en montrant cette vulnérabilité, ça leur donne le droit d'avancer presque mieux et presque plus vite, j'ai l'impression. Ouais, et puis la vulnérabilité, ça te permet aussi de t'accepter. Et quand tu t'acceptes, t'es plus heureux aussi. Tu vois, il faut apprendre à vivre avec ses démons, vivre avec ses difficultés, avec les choses qui fait qu'on se sent pas bien. Et c'est des bonnes introspections à faire. Et une manière de le faire, c'est aussi d'en parler ouvertement aux gens autour de nous. Donc il faut pas hésiter. Ok, donc capacité à se réinventer. Et tu parlais justement de peut-être des excès. Du coup, toi, tu as démarré effectivement aussi à The Family, au démarrage en tout cas de The Family. Et The Family était justement beaucoup dans l'excès. Dans l'excès? Ah bah putain, tu peux y aller. Ouais. Donc, est-ce que c'est nécessaire quand tu es entrepreneur ou investisseur ou que tu démarres ta vie professionnelle? Parce qu'on le voit dans la politique tous les jours à la télé. Tu vois, par exemple, il faut être dans l'excès pour être vu, et une fois que tu es vu, tu peux après adoucir ton discours ou te repositionner. Est-ce que ça peut avoir un intérêt justement de frapper fort au début pour après se repositionner? Je sais pas, je pense que tu peux être direct sans être excessif, ni être violent, ni quoi que ce soit.
Chez The Family, on était beaucoup. C'est vrai qu'on était assez dans l'excès, qu'on prêchait beaucoup de choses qu'on faisait pas nous-mêmes. Hein, faut, tu vois, malgré, tu vois, c'est souvent comme ça. Hein, et moi, j'ai commencé comme ça, et je me rappelle d'ailleurs de mes premiers posts, de mes premières vidéos, etc. C'était très vocal, très volubile, très absolu. Et ça a changé. Ça a changé avec la sérénité. Ça a changé avec le fait que tu te rends compte que t'as pas besoin de ça pour faire passer tes idées ou dire ce que tu penses. Que on se souviendra jamais. On garde pas un bon souvenir de quelqu'un qui est pas agréable, quelqu'un qui est trop dans l'excès et tout. Donc il faut apprendre à mesurer ses propos, quoi. Donc ouais, et puis tu vois, on parlait de changer de disque. Tu vois, moi j'ai eu mon disque chez The Family, puis après j'ai eu mon disque pendant un temps, et puis après tu changes de disque régulièrement, quoi. Tu vois, faut sortir un nouvel album, donc t'évolues, et quand t'évolues, tu sors un nouvel album. Bah c'est important ce truc-là. Il faut pas. Et en plus, si tu essayes de continuer de capitaliser sur ce qui a fait en fait ton image dans le passé, en fait à un moment donné, tu t'es en train de te rouiller, quoi. Tu vois, parce qu'en fait tu racontes ton succès sur la base de ce que tu as fait avant. Mais à un moment donné, ce que tu as fait avant, c'était il y a 30 ans, quoi. Quand c'était il y a 30 ans, on s'en fout, tu vois, t'es personne. Et donc, c'est important de se renouveler en permanence. Moi, tous les jours, je me demande ce que je peux apprendre des entrepreneurs qui va m'être utile pour les entrepreneurs suivants avec lesquels on va échanger. Et la remise en question, elle est essentielle pour tout entrepreneur, pour tout investisseur, pour n'importe qui tous les jours. Hein. Bah ouais, et puis même, c'est un mal, en fait, qu'on a constaté avec J-Ventures dans l'écosystème français, c'est qu'en fait, quand on passe dans des accélérateurs, des incubateurs aujourd'hui, les gens qui sont là, mentors pour accompagner, on voit que c'est beaucoup des entrepreneurs de la bulle.com qui n'ont jamais réentrepris après, ou des gens qui sont consultants et qui n'ont jamais même entrepris de leur vie. Et on voit que parfois, il y a un décalage, du coup, entre les conseils de quelqu'un qui l'a fait il y a très longtemps, pour du concret et actionnable, par rapport à des jeunes qui sont en train de le faire aujourd'hui. Là, typiquement, nous avons la chance de recevoir Xavier Niel auprès de la communauté de Genius et de J-Ventures, qui nous disait que justement, les meilleurs conseils qu'il pourrait nous donner, c'est d'aller voir des Thomas Ribot de Miro ou des jeunes entrepreneurs qui sont passés par là il y a peu de temps. Et on voit que mixer les deux, ça peut être très utile et justement avoir un peu ces perspectives, sans toujours avoir les mêmes personnes qui viennent te coacher. Je sais pas si tu as un point de vue là-dessus. Ah non, mais après, t'as des gens qui savent pas, mais qui le disent, tu vois, je sais pas. Et ce truc-là, il est important. Et le problème, c'est de raconter des choses aux gens en étant persuadé qu'on a la science infuse, alors qu'en fait, t'es juste en train de déblatérer un tas de conneries, quoi. Mais il y a plein de gens qui sont issus d'un environnement professionnel passé et qui sont de très bons conseils. Ils ont pas de très bons conseils parce qu'ils savent, ils sont de très bons conseils parce que leur expérience fait qui trouvent les bons mots, qui posent les bonnes questions. Je veux dire, là, l'art de poser les bonnes questions, tu fais déjà progresser les gens énormément, quoi. Et c'est d'ailleurs le rôle des investisseurs, hein, c'est pas de trouver des solutions, c'est de poser les bonnes questions pour que les entrepreneurs y voient plus clair. Hein. Exactement, on est plutôt d'accord. Donc ça, c'était vraiment sur le côté entrepreneur. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois en tout cas de très bons commentaires, évidemment. Donc Orelsan qui se réinvente, tout dépend de l'objectif également. Et c'est vrai qu'on parlait de proposer ses convictions publiquement et être dans l'absolu. C'est vrai qu'être dans l'absolu, ça peut être excessif, mais en un sens, ça peut créer de la stabilité, de la confiance, de montrer qu'il y a une direction claire. Et parfois, c'est peut-être utile de pouvoir orienter les entrepreneurs avec des convictions claires, quitte à les changer un peu plus tard sur d'autres positions. Ouais, en fait, on a tous besoin d'identité, d'accord? Donc, l'identité, elle est composée de ce qui forge notre caractère et c'est forcément des traits, il y a des majeurs et il y a des mineurs. Donc, on a tous des traits majeurs et des traits mineurs. Si t'as pas de traits majeurs, si t'as pas de traits forts, t'es personne, tu vois, t'existes pas, t'es plat, t'es chiant. Donc, il faut bien que t'existes. Et le calme, par exemple, absolu, peut être une force majeure. Hein. Je dis pas dans le sens où il faut être volubile ou bruyant, quoi. Mais donc, on a besoin de ces ancrages pour exister, de manière que les boîtes ont besoin de culture et donc de valeurs d'ancrage pour exister. Et c'est important. Mais il faut pas confondre qui on est avec qui on doit devenir et de la manière dont on doit se comporter, tu vois. Ces valeurs ou ces traits de caractère, elles nous composent, on sait de quoi c'est fait, de quoi on est fait, et de quoi sont faites les boîtes et leurs valeurs.
C'est très bien. Bah, maintenant qu'on sait ça, il faut qu'on compose avec. Et composer avec, ça veut pas juste dire, bah, je suis toujours comme ci, toujours comme ça. Moi, je sais que je suis de nature impatiente parce que je sais que je suis de nature impatiente. Je vais faire beaucoup plus attention à cela. Et parfois, je vais essayer de me forcer ou faire un effort supplémentaire pour essayer d'être patient parce que je sais qu'il faut que je combatte ce trait de caractère ou ce défaut de temps en temps. C'est pareil avec l'intolérance, le fait de t'emporter, le fait de pas être assez rigoureux, d'être mauvais en orthographe ou je ne sais quoi, tu vois. Et donc, tu prends tes majeurs, tu prends tes mineurs, t'en prends connaissance, et une fois que t'en as pris connaissance, tu vis ta vie autour de ça. Mais c'est pas juste pour les appliquer tout le temps, quoi. Et donc, les gens qui passent leur temps à faire des choses sur la base de dogmes, tu vois, ou de valeurs absolues, je trouve ça complètement stupide, tu vois. Enfin, c'est très obtus comme vue, comme manière de faire les choses, quoi. On est d'accord, effectivement. Là, je vois une bonne remarque et une bonne question, pas mal. Donc, est-ce que le meilleur personal branding n'est pas finalement le succès de sa boîte? Et la deuxième question, pour Jean, que penses-tu de l'idée que ta boîte doit être le prolongement de toi-même? Alors, est-ce que le meilleur personal branding, c'est pas le succès de sa boîte? Alors, oui et non, parce que le problème du succès de ta boîte, c'est que il est éphémère, quoi. C'est pas parce que tu as réussi que ça y est, la route est faite. Après, il faut te renouveler, quoi. C'est ça qui est difficile hein, quand tu es entrepreneur, quand tu es investisseur, qui que ce soit. C'est qu'en fait, on est dans un renouvellement permanent. N'importe qui ici, on est 150 sur cette room, vous disparaissez. Je suis désolé de vous dire, dans 3 mois, le monde vous aura oublié. Vous pouvez faire autre chose, vous pouvez ouvrir une paillote en Thaïlande. Tout le monde s'en fout dans 3 mois. Donc, ce qui fait la réussite du personal branding ou votre succès au quotidien, bah, c'est le renouvellement permanent, c'est d'aller chercher le prochain milestone, c'est de continuer de courir. Alors, courir pas jusqu'à s'essouffler ou pas avoir de vie ou faire n'importe quoi. Mais si vous arrêtez de courir, les gens, eux, ils s'arrêtent pas de courir. Ça, c'est sûr. Donc, vous pouvez vous arrêter une journée, une semaine, 10 jours, un an, si vous voulez. Le monde, lui, continuera de tourner sans vous. Mais faut faire attention, quoi. Le succès d'une boîte, c'est très, très éphémère. Et d'ailleurs, les entrepreneurs vous le disent. Une fois qu'ils ont vendu leur boîte, en fait, bon, bah, quand est-ce qu'on commence autre chose, quoi? On se fait un peu chier. Hein. Et c'était Ouais. quoi la deuxième question? Bah non, mais c'est vrai, toujours être dans l'action, ne pas s'arrêter de courir, le monde s'arrêtera pas pour toi. Et donc, ça résonne vachement avec une question sur laquelle on met up 2 fois. C'est justement la recette de ce time management de machine, justement, pour rester dans le mouvement collectif. Voilà, c'est quoi la recette du time management? Alors, d'abord, la première recette du time management, et c'est d'ailleurs, en fait, c'est une base de recette pour tout, c'est que on ne fait pas bien ce qu'on ne comprend pas bien. Et le problème des gens, souvent, c'est qu'il y a 2 choses qu'ils comprennent pas. C'est qu'ils se comprennent pas. Donc ça, déjà, c'est un gros problème. Apprenez-vous, apprenez à qui vous êtes. Je vous dis pas de faire des tests cognitifs dans tous les sens et connaître votre IQ, votre IQ, votre machin, votre MBTI ou je sais pas quoi. C'est juste, il faut savoir de quoi on est fait en termes de qualité, de défauts, de ce que vous êtes du matin, est-ce que vous êtes du soir. Est-ce que vous aimez le monde? Est-ce que vous aimez l'introversion? Est-ce que vous êtes tranquille? Enfin, il y a plein de trucs. Il faut apprendre à se connaître. C'est le premier truc. Et si on en revient à la notion du temps, le temps, si vous le comprenez pas, vous pouvez pas en prendre la mesure, quoi. Et si vous pouvez pas en prendre la mesure, vous pouvez pas vous pouvez pas le maîtriser. Donc moi, je pars du principe que on a un certain nombre d'heures finies dans la semaine, euh, et qu'il faut déterminer d'heures pendant lesquelles on va travailler, on va passer du temps avec ses amis, on va passer du temps avec ses proches, etc. Vous devez savoir quel est ce nombre d'heures. Et ensuite, c'est un périmètre. Ce périmètre, il faut composer avec. Dedans, vous avez des petits cubes qui sont vos rendez-vous, vos emails, vos to-do, vos machins, et aussi vos urgences. Et donc, tout ça, il faut que ça rentre dans la boîte, quoi. Parfois, vous êtes en dehors de la boîte, vous êtes débordé, ça arrive. La plupart du temps, vous êtes plutôt dans la boîte et ça se passe. Et l'important, c'est de trouver ce périmètre, mettre tous les éléments dans le périmètre pour que ça tienne et s'assurer que ça déborde pas trop souvent. Et donc moi, c'est pour ça que je suis jamais à 100% de capacité dans ma semaine. J'essaie d'être à 80% de façon à avoir toujours 20% de buffer pour les urgences. Alors depuis juin, c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, le rythme est hyper accru. Là, dans le deal flow avec les startups et tout, c'est un peu la folie. Donc j'ai un peu dépassé tout le temps. Mais je peux vous dire que depuis 15 jours, 3 semaines, ça y est, je me suis remis des contraintes, des routines pour retrouver un équilibre qui me permet d'être conscient quand je suis en train de faire mon boulot et pas en train de penser au prochain rendez-vous, à celui d'avant ou au fait que je suis complètement débordé et que ça va pas.
Et ça me permet d'emmener les enfants à l'école, de faire du vélo, de passer mon CAP de cuisine, de faire des deals, de regarder des trucs, enfin, de faire plein de trucs, quoi. Et en fait, si vous êtes bien organisé, si vous avez une bonne maîtrise du temps, vous pouvez faire 3 fois plus que n'importe quelle autre personne mal organisée ou qui gère mal son temps. Et puis le truc, le truc super important, c'est que c'est une Pareto, quoi. C'est une 80-20. En fait, il y a 80% des choses que vous faites qui font en 20% de temps, et il y a 20% des choses qui sont en 80% du temps. En fait, sur ces 20% de choses, on a la moitié que vous pouvez dégager déjà. Vous êtes tranquille. Donc, apprendre à dire non et apprendre à éviter de s'alourdir de tâches qui prennent du temps, que vous auriez pas dû faire et qui en fait sont juste en train de vous pourrir la semaine, c'est hyper important. Génial, j'ai adoré. Et typiquement, quand tu parles de justement apprendre à se connaître, savoir voilà combien d'heures on a besoin avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille, combien d'heures on peut travailler, essayer de siloter un peu tout ça. Est-ce que, vu qu'on est à la moitié de la session, on reprend ses bases et on passe du côté investisseur, est-ce que les investisseurs, pour essayer de concrétiser, de rendre tangible en fait la personnalité et l'entrepreneur, est-ce que des outils comme LVO, maintenant Enfer, peuvent être utiles pour, par exemple, évaluer la psychologie d'un entrepreneur, quel genre de personnes et comment ils vont se développer? Est-ce que ça peut être utile côté investisseur de regarder de ce côté-là? Bon, moi, j'ai un avis assez arrêté pour la question. Je me dis que si tu dois apprendre à un robot à être humain, c'est emmerdant, quoi. Tu vois, le métier d'investisseur, moi, je trouve qu'il est beau parce que c'est un métier humain et que c'est notre capacité à sentir les gens, à les comprendre, à connecter avec eux ou pas, qui fait le kiff du métier au quotidien et qui, j'espère, fait notre valeur dans notre capacité à la fois à détecter les bons et à interagir avec eux. Et donc, moi, jamais, ils le savent, tu vois, Mathieu, je lui dis, et il va aussi, je passe pas par LDO, alors que je passe du temps avec eux et que je suis content de les aider, parce que j'ai juste l'impression d'enlever tout le cœur du métier que je fais au quotidien, tu vois, ça me déprimerait grave. Alors, ils me disent, mais c'est pas grave, tu peux nous utiliser pour vérifier tes attentes. Mais moi, en fait, j'ai aussi envie de vérifier ce que je pense dans l'empirique, tu vois, dans ce qui se passe. Donc, ouais, je pense qu'il y a plein d'investisseurs qui ont un IQ proche de zéro et qui pourraient très bien utiliser des outils comme ça pour détecter les boîtes. Mais dans ce cas-là, c'est plus du venture capital, ou c'est plus moi ce que j'aime appeler, tu vois, du people capital. C'est du private equity, c'est de l'asset management, c'est la partie chiante et financière de business, quoi. Et puis la partie kiffante qui consiste à connecter avec les gens, quoi. En tout cas, nous, c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est vrai que c'est l'humain et la relation humaine et les aventures humaines qui en sortent. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Je reprends du coup tous les hubs. Vous avez beaucoup de questions, c'est génial. Donc là, question, peut-on parler aussi de quelques scams en termes de personal branding, storytelling? Alors, on peut parler de scams. Des exemples concrets que tu as vus, peut-être. Non, mais je peux pas taper sur la gueule de gens comme ça, gratos, publiquement, quoi. Mais les scams, ils sont visibles quand même. C'est ceux qui en racontent plus que ce qu'ils n'en font, quoi. Donc, il y en a plein tout le temps. Voilà. Et... Non, je peux pas parler de scams. Bien sûr que j'en ai quelques-uns, mais bon, non, franchement, c'est trop touchy. Bon, sur le même sujet. Je suis désolé, c'est Joker. Non, bah ok, très bien. Joker. Donc, il y a un peu une question reliée alors qui vient après, c'est comment ne pas tomber dans du coup un manque de sincérité côté storytelling et ne pas faire bullshit justement. Comment transmettre de manière la plus authentique, je pense, son histoire et son storytelling sans faire bullshit. Bah, il faut arrêter de se mettre de la pression sur ce qu'on pense que les gens pensent, tu vois. C'est un truc, c'est extraordinaire. Donc moi, par exemple, j'ai besoin de reconnaissance, je le sais, et c'est important pour moi, et donc c'est pour ça que j'essaie d'accomplir des choses tout le temps, parce que c'est la reconnaissance, ces choses accomplies, qui fait que je suis content de faire ce que je fais et que j'espère pas le faire trop mal. Mais après, on essaie de penser à ce que les autres vont penser pour savoir ce qu'on va dire, quoi. En fait, ça sert à rien. Les gens, ils sont très contents qu'on se mette à nu, et ils sont très contents qu'on se dévoile, et ils sont très contents de finalement d'échanger avec la partie vulnérable, notre partie vulnérable, parce qu'ils ont pas besoin de beaucoup plus, hein. Et ils sont très heureux. Donc, moi, je pense que c'est surtout s'enlever de la pression, être soi-même,
et éviter d'essayer de penser 3 coups en avant, 3 coups en arrière, quoi. C'est juste se compliquer la vie pour rien. Génial, super. C'est comme quand t'as pas envie de faire un truc. C'est comme quand t'as pas envie de faire un truc, tu genre, ah, peut-être, ah, je sais pas, non, mais tu comprends. Mais arrête de trouver des excuses. Moi, quand j'ai un investisseur, la dernière fois, il m'a dit, la personne est chez Goldman Sachs, elle veut juste mon putain de deal flow, je sais qu'elle m'apportera rien. Moi, j'ai pas le temps, j'ai 1000 boîtes à voir. Ça fait typiquement partie des trucs que j'ai réorganisés dans ma vie d'investisseur. J'ai dit aux gens, en fait, je veux pas vous voir. Vous voulez un truc, mettez-le moi par email. Moi, ça m'est égal qu'on soit transactionnel. On est 2 investisseurs, on se connaît pas, on va pas faire des barbecues ensemble. Tu veux un deal, tu veux du deal flow, tu veux que je te l'envoie. Fais-moi un mail une fois par mois avec même un reminder automatique, ça m'est égal. Si je vois les trucs, je te les envoie. Si je les vois pas, je te les envoie pas. Mais tu vois, ça me gonfle. Et moi, je leur dis, mais de manière hyper cash. Et quand tu leur dis de manière hyper cash, mais avec le sourire et juste pour qu'ils comprennent, tu vois, quelle est la nature de ça, ils le savent, quoi. Mais moi, ce qui m'insupporte, c'est les gens qui s'inventent des excuses ou qui disent peut-être ou qui te disent un jour, ou qui te disent oui et qui ne le font jamais, quoi. Ouais, ce qui est parfois le cas dans la relation investisseur-startup où les investisseurs vont faire des meetings avec des start-upers et ne pas leur dire un non clair et ferme dès le début quand ils savent que ce sera non et qu'ils les mettent en attente sur des mois et etc. Insupportable. On est d'accord. Mais l'écosystème a bien changé depuis. Donc ça évolue. Des nouvelles initiatives arrivent. Et juste du coup, tu nous parlais de bien organiser ton temps. On a une super question de Saïch qui demande comment tu arrives à te mettre dans un endroit et écrire des blogs, thread, analyse. Est-ce que plus caler des sessions de deep work ou ça se fait petit à petit? Donc en gros, est-ce que tu cales dans ton agenda vraiment des moments dédiés pour ça ou est-ce que tu fais au fur et à mesure? Non, moi je suis un garçon dans l'action, j'ai du mal à faire du project management. Donc de temps en temps, je me mets devant mon ordinateur, je commence à écrire un blog post et je ne fais rien d'autre tant qu'il n'est pas terminé. Et je serai incapable de faire autrement d'ailleurs. Génial. On a des gens qui se demandent aussi Xavier Niel et Kima, comment se réinventent-ils? Xavier il se réinvente en permanence parce que Xavier il pose 1000 questions à 1000 gens tous les jours. Et en fait, dans la quête, bon, c'est pas un truc qu'on fait tous les matins au McDo avec un café et un muffin, mais si vous passez du temps avec quelques milliardaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui sont très renfermés sur eux, et en fait, qui deviennent des putains d'huîtres, et ce qui est d'ailleurs pas très agréable, je trouve. T'as ceux qui ont tellement réussi qu'en fait, quand ils voient des jeunes, ce qu'ils adorent, c'est leur raconter, tu vois, la vie, quoi, comment on fait. Et après, il y a Xavier. Et Xavier, en fait, Xavier, il est là, il s'intéresse, il pose des questions, il regarde. C'est un enfant, quoi. Il est là, tout le temps curieux, tout le temps à vouloir savoir ce qui se passe et tout. Et donc, c'est assez fascinant pour ça. Et Kima sert à ça. Kima, c'est pas un truc qui, alors oui, ça rapporte de l'argent, mais bon, c'est pas pour ça que c'est fait. Il y a plein de manières qui ont permis à Xavier de gagner beaucoup plus d'argent. Mais Kima, c'est là pour lui permettre d'être au fait de tout ce qui se passe dans l'innovation, dans les nouvelles boîtes, les startups et tout. Et donc, à chaque fois qu'on fait un deal, il reçoit son feu vert, qui est une petite note sur la boîte, et il a ça maintenant sur 1000 boîtes, quoi. Et c'est génial. Et donc, c'est un peu, tu vois, il y a des gens, ils ont un bouquin de chevet, Xavier, il a Kima, quoi, tu vois, et c'est fun aussi. Donc, ouais, moi, je suis assez, après, Xavier, il est jeune, hein, tu vois, il a tout juste 50 ans, il est très jeune et ouais, et donc moi il me fascine, ça me fait toujours, c'est un exemple, dans le sens où ouais, j'apprécie vraiment le fait qu'il soit disponible, qu'il pose des questions et qu'il s'intéresse à tout le temps et à n'importe qui, quoi. C'est génial. C'est ton cas aussi? Mais en fait, la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que c'est mon cas parce qu'en fait, j'essaye d'être à son image parce que c'est ce que je représente avec Kima, ou est-ce que c'est mon cas naturellement? Non, c'est le cas parce que je m'intéresse à tout et que j'aime voir 1000 trucs à la minute et tout. Mais par exemple, dans les derniers mois, ce que j'ai appris à faire, et ce que j'ai apprécié faire, c'est poser beaucoup de questions à des gens random que je connaissais pas sur des sujets qui étaient très loin de moi. Je pense que j'étais très concentré sur les sujets tech, start-up, innovation, machin, et probablement pas assez sur des sujets un peu plus tangibles, terre à terre et tout.
Et je me suis pris à beaucoup aimer questionner des gens qui avaient des métiers très différents et qui étaient dans des trucs qui avaient rien à voir, quoi. Et donc voilà. Mais Xavier, il pose beaucoup de questions. C'est assez. Et en fait, il traite beaucoup d'informations. Il a cette capacité de synthèse des questions qu'il a posées, des réponses qu'il a reçues, qui est assez dingue. Donc c'est cet esprit d'ouverture, avoir l'ouverture d'esprit et la curiosité intellectuelle sur plusieurs sujets qui permettent peut-être de trouver des parallèles aussi entre les différents sujets pour s'améliorer dans sa propre expertise. Bah, c'est un CPU, tu vois. T'as un ordinateur. En fait, t'es une machine. Donc, plus C'est la t'as meilleure IA. magazine, plus tu traites et meilleur tu deviens. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, on crée des tendances. Génial. Et peut-être si tu pouvais, du coup, tu nous parles de l'importance de se réinventer avec le temps. Toi, tu es dans une position, c'est vrai, où tu nous dis tu dois représenter Xavier Niel, ses investissements Kima Ventures, mais ça t'empêche pas de lancer des nouveaux projets personnels comme New Wave. Est-ce que peut-être toi, si tu devais raconter un peu ton parcours personnel au niveau personal branding, comment tu te positionnais au début, comment tu t'es repositionné et l'avenir de Jean de la Roche-Brochard, quels sont au niveau personal branding, comment tu te positionnes dans tout ça, dans le temps? Ouais. Alors, d'abord, aparté, New Wave, c'est l'extension de ce qu'on faisait déjà avec Xavier dans sa holding perso. C'est juste qu'on a rajouté des copains à côté et qu'on s'est associé avec Pia et Raph. Et donc, mais tout ça, c'est la même chose, tu vois. Tu rencontres des entrepreneurs toute la journée et t'investis chez eux et t'essaies de bâtir des histoires que tu kiffes, quoi. Bon. Après, d'un point de vue personal branding, c'est assez intéressant de voir ça dans le temps. Bah, mon personal branding, je pense que c'est, ah, putain, c'est compliqué comme question. C'est compliqué parce que moi, j'ai quand même un souvenir assez médiocre de mes jeunes années, où ma mère était très supportive de qui j'étais, mais j'étais pas très heureux, j'étais assez introverti, j'avais pas de copains, donc mon personal branding c'était un peu le néant. Après, mes parents ont divorcé, on est allé dans le 13e, là, je me suis fait raqueter 5 fois en 2 ans, mon personal branding c'était victime. Après, on était dans le 16e, parce que le nouveau mari de ma mère était dans le 16e. Bon, là, j'étais le mec avec les jeans, avec les chaussures trouées, parce qu'on n'avait pas de thunes, à Janson de Sailly, qui est une école de Bourges. Donc là, j'étais le pauvre au milieu des riches. Ensuite, j'ai fait Juilly, le collège de Juilly, qui est une pension. Et là, je crois que j'étais à peu près dans un élément uniforme, on était tous à peu près les mêmes. Et ensuite, entre 2008 et 2013, j'étais un mec, j'allais te dire lambda, standard, qui savait pas trop vers quoi il allait, mais qui savait qu'il y allait, quoi. Tu vois, j'avançais vers des trucs que je savais faire, que j'aimais bien, et j'espérais y arriver. 2013, j'ai commencé à avoir une voix avec The Family. Et donc là, j'étais le, celui qui dénonçait les trucs tout haut que les gens pensaient tout bas, tu vois. Et puis après 2015, je suis arrivé pour bosser avec Xavier. Là, il a fallu quand même que je me polisse un petit peu, tu vois. Tu peux pas ouvrir ta gueule comme ça. Il faut que tu fasses attention. Et puis, j'espère être. C'est difficile parce qu'on fait quand même beaucoup de deals, tu vois. On fait 100 deals par an. On voit beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je fais quand même je fais quand même 6 heures de Zoom à coup de 30 minutes tous les jours, 5 jours sur 7, quoi. Et pourtant, à chaque fois que je connecte avec un entrepreneur dans un Zoom, dans un rendez-vous, dans un call, j'essaie de connecter avec lui personnellement, tu vois, pas au niveau du business. Donc, ce que j'espère, c'est que les gens me perçoivent comme un des investisseurs les plus humains et empathiques qu'ils auront croisé dans leur carrière, quoi. Parce que c'est ça qu'on a envie d'être. Moi, j'ai pas envie d'être vu comme un investisseur, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'être vu comme quelqu'un avec qui ils ont apprécié échanger et avec qui l'échange a été, tu vois, les a soit nourris, soit aidés. Donc, c'est ça avec mon besoin de reconnaissance, tu vois. J'ai besoin d'être reconnu pour quelque chose qui est profond, pas pour quelque chose qui est superficiel. Bah c'est génial. En tout cas, c'est vrai qu'on se positionne souvent par rapport à l'endroit où on se trouve. Et justement, bah, il y a l'adage qui dit justement qu'il faut qu'on ait le mix des 5 personnes avec qui on le passe le plus de temps.
Est-ce que tu vois un intérêt justement pour son personal branding ou pour soi-même se positionner dans la vie et savoir qui on est, de s'entourer de gens qui nous inspirent ou de gens justement auxquels on voudrait ressembler, ou est-ce qu'il suffit de suivre ses passions, quitte à avoir une voix unique? Il faut s'entourer des gens qu'on aime. Il faut surtout pas se faire chier des gens qu'on n'aime pas ou des gens qui ont un impact négatif sur nous. Il y a, je sais pas combien je caricature, hein, mais il y a peut-être 8-10 milliards de personnes sur Terre. Tu vas pas te faire chier avec les trois gens qui t'emmerdent autour, tu vois. Si t'es pas content, fais autre chose. Non, il faut s'entourer de gens qu'on aime, quoi. Et de gens qui nous disent qui ont à cœur notre bien-être aussi et à qui on a envie de faire du bien, tu vois. C'est important, ça. L'échange, et d'ailleurs, l'échange dans ce sens-là, c'est pas une réciprocité. C'est pas un échange bilatéral où je te donne un truc, tu me donnes un truc. C'est un don de soi. C'est ta volonté de donner à quelqu'un sans attendre rien du tout de cette personne-là, et sa volonté de te donner sans rien attendre de toi, quoi. Et ce truc-là, il est important. Les vraies relations, c'est pas des relations qui fonctionnent réciproques, mais avec des échanges unilatéraux qui, en fait, parce que euh, parce que les choses se goupillent bien, on s'entend, quoi. Moi, je regarde pas avec Alexis ou Jeanne qui fait le plus de deals, comment ça se passe, qui ceci, qui cela, et c'est la même chose avec Pia ou Raph. Pour moi, c'est juste un ensemble sur lequel chacun donne pour que cet ensemble devienne la meilleure chose possible. Génial, très bien dit. Et on a Adrien Chaltiel là, qui passe dans le chat. Salut Adrien, qui nous dit il n'y a qu'à retrouver nos Skyblogs pour voir la naissance de nos personal branding. Je pense que les personal branding évoluent beaucoup hein, quand on voit certains, mais génial. Et donc attends, on a plein de up. Quid du danger pour l'équipe en interne si le personnel de branding de l'entrepreneur est trop imposant. Justement, c'est ce que tu disais, tu regardes pas voilà les performances de l'un par rapport à l'autre, tu te dis il contribue à un tout. Est-ce que du coup là, ça peut être un danger pour l'équipe en interne, le personnel branding trop imposant? Le rôle d'un leader, c'est d'être un exemple. Donc si tu as du personal branding mais tu donnes pas l'exemple, tu sers à rien. Donc c'est hyper important si t'es connu, c'est du personal branding, qu'en face, quand t'es au bureau, quand t'es là, que les gens se disent putain, waouh, tu vois, en fait j'ai envie d'être comme cette personne-là, mais quand elle est au bureau, tu vois, pas quand elle est sur LinkedIn. Et ce truc-là est essentiel. Canon, génial. Et là, on a nos analystes, du coup, VC de J-Ventures qui posent plein de questions justement sur quelle technique de personal branding peux-tu recommander à un recent graduate, donc un récent diplômé, pour devenir VC analyste et targeter des cibles concrètes dans ta recherche. Bon, en fait, des gens qui veulent devenir VC, on a des tonnes. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu peux communiquer sur tout. Personne n'a d'autorisation à te donner. Et quand tu vois Harry Stebbings chez 20VC ou Alexandre Deves chez Idinvest, c'est les deux exemples auxquels je pense, mais on peut parler de Turner Novak chez Banana Capital ou d'autres personnes. Il est possible de se bâtir une identité assez rapidement en décidant de bosser dur sur des sujets. Le plus simple quand même, c'est de se spécialiser. Si t'es être généraliste, c'est difficile. Et donc aujourd'hui, pour qu'un analyste fasse sa place, le mieux c'est qu'il se spécialise et qu'il se spécialise plutôt sur les sujets du futur, hein. Qui se spécialise en amont de phase sur des choses qui sont en train de monter, quoi. Tu vois. Si tu as envie de devenir l'analyste crypto de l'année 2022, c'est fini. Hein. Faites les places surprises. Hein. Il y a 100 mecs. Hein. Donc c'est pas bon. Ou alors il faut se ultra spécialiser. Tu vois. Si tu peux te spécialiser DeFi ou te spécialiser entertainment, NFTs et regarder des trucs sur les mangas, sur le foot, co, je sais pas. Mais en tout cas, rien n'empêche quiconque de produire du contenu sur un sujet donné de très bonne qualité. Et donc, les analystes en herbe n'ont aucune excuse pour ne pas le faire. Bah écoute, très bien dit. C'est en tout cas ce qu'on met en place avec J-Ventures et c'est pour ça que c'est la formation la plus adéquate pour les jeunes qui veulent devenir VC, puisque en fait, non seulement on vous donne une fois par semaine un VC professionnel qui vient, comme aujourd'hui, vous aider sur certains sujets, mais en plus, on vous demande de mettre en action. Donc typiquement, on vous propose d'écrire des articles Medium, on vous met à disposition des experts sectoriels qui vous permettent justement de créer des pour vous positionner comme un expert sur les sujets que vous souhaitez. Donc on a par exemple parmi notre communauté Katharina qui s'est spécialisée sur la Space Tech, on a plein de jeunes qui se spécialisent sur l'impact. Et donc, question qui vient de Benjamin, un de nos VC Scouts. Considérez-vous l'impact comme un sujet du futur, même en VC? Bah, l'impact, c'est le futur. Hein. Si t'as pas d'impact, on va mourir, mon vieux. Donc, il va falloir qu'on se bouge le cul.
Après, il y a moi, les sujets qui me fascinent dans l'impact, c'est le nombre de gens qui t'expliquent qu'en fait, ils veulent faire de l'impact mais pas gagner d'argent. Alors que Warren Buffett, quand il va filer 100 milliards de sa fortune, il fera plus de bien dans le monde avec ses 100 milliards dans sa fondation que 100 millions de Greenpeaciens avec des clopes et des bières à manifester place de la République, quoi. Donc il faut, ouais, l'impact est important, mais il faut donner les moyens à l'impact, quoi. Et il faut que, mais c'est difficile, tu vois. En fait, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est short terme, long terme, tu vois. En fait, l'humanité est putain de court terme. Aujourd'hui, on se paluche tous sur les NFT, tu vois. Mais sérieux, genre, c'est vraiment ça c'est ça le turfu, genre les NFT. Vous êtes sérieux les mecs? Bah ouais, on est sérieux. Ok, mais du coup, pendant que les gens sont en train de se gaver à devenir crypto-millionnaires pour se louer des villas, je sais pas où, pour faire du kitesurf entre crypto-millionnaires, je veux dire, qui s'occupe du reste, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je suis assez tiraillé parce que mon business, c'est d'investir dans le futur, mais dans le futur aussi qui rapporte de l'argent. Donc en fait, des trucs dans la blockchain, dans la NFT, j'en ai fait plein, hein, et j'adore. Hein, c'est des boîtes qui rapportent, on n'a jamais gagné autant d'argent qu'avec ces projets-là, quoi. Et dans le même temps, des boîtes à impact qu'on a vues qui étaient hyper solides, on n'en a pas vu beaucoup. Tu vois, la dernière que je peux te citer en date, c'est Sweep. Rachel, Nico et son équipe, c'est des killers, c'est des repeat entrepreneurs qui veulent avoir un impact énorme et faire un gros business. Bon, bah, ça, c'est canon, quoi. Mais des équipes comme Sweep sur le sujet de l'impact, j'en ai pas vu beaucoup. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est surtout qu'il y a un manque de vocation sur le sujet parce que les gens courent après ce qui est attrayant, ce qui est facile. Donc, comment est-ce que tu rends l'impact sexy, tu vois? Je sais pas, quoi. Génial. Bah écoute, très important. Nous, on est super alignés. On investit que dans des boîtes à impact à J-Ventures. Il faut que ce soit dans la mission. On ne fait pas d'impact washing, de greenwashing, de social washing. On essaie juste de soutenir des boîtes qui, from scratch, since day one, en fait, soient à impact. Est-ce que l'Europe serait pas, le personal branding de l'Europe, de l'écosystème européen, serait pas justement l'impact, l'éthique, et d'avoir des géants qui font les choses bien? Ouais, mais en même temps, on n'est pas dans le monde de oui, quoi, tu vois. Donc moi, je suis emmerdé parce que donc tout à l'heure, je sortais de ma douche et j'étais exactement en train de penser à ça. Je me suis dit, mais c'est horrible parce que si demain tu es un pays qui décide de dire, d'interdire par exemple à toute banque d'investissement de venir faire du leverage, du dérivé, du ce que tu veux, du machin, de faire de la merde chez toi, et ben tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner envie aux gens d'aller s'installer ailleurs pour faire du pognon. Tu vas redevenir un putain de pays du tiers-monde, quoi. Et c'est affreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas prendre une décision couillue, tu vois, courageuse pour pouvoir changer l'ordre établi. L'ordre établi, de toute manière, va vers le vice, quoi, aujourd'hui. C'est dingue. C'est dingue. Goldman Sachs, que ce truc-là existe encore, c'est gravissime. Que Monsanto existe encore, c'est gravissime. Que tu vois, il y a des trucs, il y a des aberrations dans ce monde qui sont quand même choquantes, quoi. Et ça, tout le monde va te dire ah je suis d'accord, mais personne va rien faire parce que celui qui bouge se fait rayer de la carte. C'est automatique, tu vois. C'est le plaque tectonique du monde. Si tu veux sortir Goldman Sachs du marché, tu dégages. Fini. Bah, c'est exactement ce qu'on a vu, par exemple, à la COP26, du coup, cette année. Où, du coup, au lieu d'avoir une coopération internationale pour justement réduire notre consommation de carbone, notre production de carbone et les effets de serre, eh ben, voilà, il y a des pays qui sortent, donc ça met tout le truc en l'air. Et donc, il faut essayer, en tout cas, d'avoir des vraies collaborations internationales là-dessus, je pense. Sinon, on s'en sortira pas. On arrive très vite à la fin. Je vois une question sur... T'as pressé, mon vieux, hein, calme-toi, on n'est pas à 10 minutes près. Hein. Génial, bah tant mieux. Alors dans ce cas, on a plein de questions. Un petit mot sur Tiger, Geoffrey nous demande. Beaucoup de visions. Ah ouais, Tiger. Alors Tiger, ils ont un pitch qui est génial. Ils te disent, en gros, le GDP de l'Internet, c'est 4000 trillions. Et on en est qu'à 40 trillions. Du coup, on a encore 90% du marché à aller chercher. Donc, c'est OK de payer très cher des boîtes dont on pense qu'elles vont devenir les leaders incontestés de leur domaine. Je sais pas si ça se tient. Mais bon, eux financent nos boîtes, tu vois. Donc, je t'avoue que ça nous rend bien service quand même. Ah, c'est vrai. Benjamin qui dit
Hop. Comment pourrait-on avoir des géants de l'impact avec des pays qui ont des intérêts différents dans tous les cas? Les Allemands détestent le nucléaire et ont tout fait pour saboter notre marché de l'énergie, par exemple. Ça paraît compliqué de faire un projet commun. C'est vrai que c'est assez Moi, je ne complexe. crois pas à la collaboration au sens large. Si tu veux, un meeting ne marche qu'à 7. Donc, comment tu vas faire travailler 10 000, 10 000 personnes d'un côté, 10 000 personnes de l'autre, tu vois? Alors, oui, tu as eu Airbus, oui, tu as eu des trucs comme ça et tout, mais la vérité, c'est que ils étaient, enfin, tu vois ce que fait un mec comme Elon Musk tout seul, c'est un truc que aucun autre consortium européen ne pourrait jamais faire, tu vois? D'abord parce que un Anglais, un Allemand et un Français dans une salle, ça ne peut pas travailler ensemble. Donc déjà, il faudrait que tu leur fasses des cours de culture différentielle et de comment est-ce que communiquer les uns avec les autres et collaborer les uns avec les autres, ce serait l'enfer, quoi. Donc moi, je suis plutôt pour que chacun des pays se bouge le cul pour pouvoir maximiser ses initiatives, quitte à ensuite partager ses initiatives avec les autres. Tu vois, on a inventé le TGV en France, le TGV, tu peux l'exporter. Demain, celui qui arrive à craquer la fission nucléaire, eh ben, tant mieux, tu vois, qui arrivera à faire l'électricité de Paris dans une pile comme ça. Cette personne-là, elle sera la reine du monde. En même temps, elle aura sauvé le monde de plein de choses, quoi. Donc, je pense qu'il faut mieux des initiatives privées qu'on déploie après à scale quand elles ont réussi, plutôt qu'essayer de collaborer dans un grand bordel où chacun veut avoir raison, quoi. Ouais, bah, il y a quelqu'un qui avait dit une fois que quand on est plus de 7 dans un meeting, les gens arrêtent de réfléchir. Ouais, c'est vrai. Et, je vais prendre rapidement la question de Marion Vidal parce qu'elle doit partir du coup. Jean, que penses-tu de créer un programme In the Shoes of pour que les VC se mettent dans la peau des entrepreneurs pour un ou plusieurs jours et inversement? Alors, bah écoute, c'est intéressant, ça c'est pas mal ça. Mais il faudrait le faire pas quelques jours, tu vois, il faudrait le faire quelques semaines. Ça donnerait beaucoup d'humilité aux investisseurs. Après que les entrepreneurs se mettent dans la place des investisseurs, oui, pour voir à quel point le boulot est facile, peut-être. Mais je pense que c'est surtout les investisseurs qui devraient se mettre dans les chaussures des entrepreneurs, quoi. Génial, canon. Il est 19h02, on va continuer de prendre les questions, mais je vous propose de faire, tant qu'on est tous là, un petit groupe phi. Donc Jean, tu vas découvrir ça. C'est un selfie Ah de groupe qui rend un magnifique poster que chacun pourra partager sur les réseaux sociaux et dire c'est génial, j'ai rencontré Jean, je lui ai posé mes questions, il était fabuleux. Donc je vais le lancer maintenant, vous allez comprendre, c'est très très simple. Hop, on va faire un groupe phi, highlight the participant and the host. Et c'est parti. Et là, vous pouvez normalement prendre la photo directement de chez vous. Chacun prend sa photo et à la fin, on aura un beau poster avec tout le monde. allez, Magnifique. Excellent. Je vous laisse 2 secondes pour le faire chacun. 2 people finish their selfie. 3, 4, 5. Oula, ça y est, ça s'accélère. Je vous laisse le faire. En attendant, je vais prendre les questions. Prenez vos photos et on va continuer avec les questions. Alors, tac, tac, tac. L'humain dans le personal branding, c'est aussi avoir son fils en train de jouer derrière pendant une visio. J'adore. Enfin, des familles. ouais. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire des. Comment ça s'appelle, Marc? Des Snap Circuits. Des quoi, des Snap Circuits. Snap Circuits. C'est des circuits électriques avec des blocs d'assemblage et tout. Tu fais des radios, des recorders, Tu fais quoi là? Voilà, je fais mon méga circuit. Elle est en train de faire un méga circuit. Le mien. Ah, le tien, d'accord. Waouh. Donc c'est tout un programme. Génial, canon. On est déjà à 50 personnes sur le groupe phi. Continuez. Nous, on prend encore les questions. Ouais, ça intéresse, c'est difficile, mais c'est pas un sujet facile. Est-ce que du coup, tu pourrais nous donner les grandes thématiques, les grands sujets? Je pense qu'on te pose la question 1000 fois par jour, mais les sujets qui te Je veux plaisent. savoir. Écoute, on répond aux demandes du public. Et écoute, un bon VC, c'est un VC curieux, donc il y a plein de sujets auxquels t'as pas pensé hier ni aujourd'hui, auxquels tu t'intéresseras demain, et des sujets qui t'intéresseraient pas et auxquels tu vas t'intéresser incroyablement demain aussi. Donc il y a franchement, il y a pas de sujet en particulier. Il y a encore plein de trucs à faire dans tout ce qui est B2B payments, en fintech. Il y a plein de choses à faire évidemment dans les cryptos d'un point de vue infrastructure.
et dans les NFT d'un point de vue entertainment. Il y a 1000 choses à faire dans l'impact pour pouvoir créer des programmes actionnables beaucoup plus puissants dans les entreprises. Il y a Voilà, et il y a plein de choses à faire on va avoir une nouvelle émergence de tout ce qui est VR et AR, et ça va être intéressant de voir les applications qu'on peut trouver dessus. Le travel a pas encore connu sa transformation. Il y a plein d'opportunités là-dedans. Voilà quoi. Génial. Je vois beaucoup de commentaires. Je suis désolé, ça me prend un peu de temps à lire tout. Mais en tout cas, continuez, c'est vraiment super. Il y a des questions et des commentaires ultra intéressants. Est-ce qu'il nous faut un Y Combinator pour scaler l'impact, nous demande Saïch. D'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que Y Combinator, quoi? Donc Y Combinator, c'est de l'ambition. C'est très important. C'est l'un des critères probablement numéro 1 de Y Combinator. Le deuxième critère, tu as un sujet de compression, quoi. T'es compressé dans le temps, hein. C'est 3 mois, c'est un programme, c'est le principe de cohorte. Et la cohorte, elle est importante parce elle donne une date de fin. Donc cette date de fin, elle pousse les gens à se dépasser pendant une période donnée. La troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est le réseau, l'effet réseau, qui fonctionne très bien. Ouais, je sais pas, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. De l'ambition, des cohortes, du réseau. Génial. Ouais, j'arrive dans 2 minutes. Les enfants m'appellent pour dîner bientôt, là. Ok, bah écoute, dernière question du public et après une dernière sur tes meilleurs conseils. Jean, est-ce que tu aimes, en tant qu'investisseur, les startups qui sortent des startups ou venture studios? Ah ouais, mais moi je suis pas, comment dire, je suis pas sectaire, hein, tu vois. Il y a plein de boîtes, par exemple, tu vas chez eFounders, ils ont 1000 boîtes qui sont canons, quoi, j'adore. Non, toute initiative m'intéresse, enfin, tu vois, toute initiative m'intéresse, je fais pas de choix par rapport à ça. Génial, super. Et peut-être du coup pour terminer en beauté cette conférence, quels seraient tes conseils principaux? 3 conseils. Allez, tes 3 meilleurs conseils pour un entrepreneur, tes 3 meilleurs conseils. Je fais la phrase longue pour que tu aies le temps de réfléchir. Vas-y. Sur son personal branding. 3 meilleurs conseils pour un investisseur sur son personal branding de nos jours dans le monde dans lequel on est. Waouh. Faites un petit roulement de tambour avec ces emojis. Allez-y. Non, les 3 choses pour son personal branding en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur. On se révèle beaucoup plus quand on est soi-même. Donc trouver son soi et l'appliquer, quoi. 2, les choses prennent du temps, donc il faut être patient avec le personal branding. C'est des effets composés, donc c'est tous les jours, toutes les semaines, c'est régulier, quoi. Il faut être là. Et la 3e chose, il faut pas s'enfermer dans son personal branding. Il faut apprendre à évoluer avec, comme je te disais la dernière fois, à changer de 10, quoi. À passer au prochain album. Voilà. Génial, excellent, super. Bah, merci beaucoup Jean d'avoir été parmi nous. Merci de soutenir J-Ventures, ça fait très plaisir. Merci pour l'invitation. Vous savez quel jour aujourd'hui? On est Tuesday. Tuesday, c'est Tuesday Tacos à la maison. Ah bah écoute, dans ce cas, très bon appétit. Profite de tes tacos. Merci à tous pour être venus Attends, et je mets juste mon email là. Si vous avez des questions et tout, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez. Je suis toujours là. Faut pas hésiter. Hop là, voilà. Faites-moi un message. Je vous répondrai. Si vous n'avez pas eu votre réponse, faites-moi un email. Je vous répondrai. Génial. Le .org, c'est d'intérêt général. Voilà. .com, comme tu veux. Mais j'avais le .org, c'est mon historique, tu vois. Il est là depuis longtemps. C'est beau. Bon, bah, merci encore Jean. Merci à tous. Et puis, merci beaucoup. Sur les réseaux, jventures.co, sur LinkedIn, sur Instagram. On fait énormément de contenu, de valeur ajoutée pour les entrepreneurs, pour les VC. Encore une fois, c'est le premier fonds d'investissement étudiant entrepreneur de France. On fait ça pour soutenir tous les étudiants qui veulent lancer des boîtes. Et on le fait. Donc, rejoignez-nous et n'hésitez pas. Ne quittez pas, on va avoir un petit networking. Merci Jean et à très vite. Bye bye. Salut tout le monde. Bye.